Après avoir aidé à élever leurs enfants pendant 7 ans, ma belle-fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous n'êtes pas leur vraie famille. Vous êtes juste de vieilles personnes qui s'accrochent trop. » Mon fils est resté assis en silence, laissant faire. Ils nous ont renvoyés chez nous sans même un câlin des enfants. Ce week-end-là, nous avons vidé le fonds d'études que nous avions créé pour leur aîné. Quand ils l'ont découvert, tout a explosé. Je suis une infirmière à la retraite de 67 ans vivant à Olympia, Washington. Mon mari, Hank, a 71 ans et est retraité de son poste d'entrepreneur. Nous sommes mariés depuis 43 ans. Nous avons un fils, Dean. Nous l'avons bien élevé, du moins c'est ce que nous pensions. Quand Dean a rencontré Monica, nous étions heureux pour lui. Elle était intelligente, soignée, un peu froide, mais nous avons pensé que c'était la nervosité. Ils se sont mariés rapidement, en moins d'1 an. Puis Sophie est arrivée, suivie de Jérémy 2 ans plus tard. C'est là que tout a commencé. Monica ne voulait pas être mère au foyer. Elle l'a clairement dit dès le début. Alors, nous sommes intervenus. Nous avons proposé d'aider, pas seulement de temps en temps, mais à plein temps. J'ai quitté mon poste d'infirmière à temps partiel. Hank a réorganisé son emploi du temps. Nous étions là tous les jours, 5 jours par semaine, parfois plus. Les déposer, les récupérer, les nuits tardives, les jours de maladie, tout. Nous ne leur avons jamais demandé 1 centime. Jamais même demandé de l'argent pour l'essence. Je me souviens d'une fois où Sophie avait la gastro. Monica l'a déposée quand même, disant qu'elle avait une réunion à ne pas manquer. J'ai tenu les cheveux de cette petite fille pendant qu'elle vomissait pendant des heures. J'ai lavé tous les draps de la maison 3 fois. Hank est sorti en catastrophe à 23 heures pour acheter du Pédialyte. Nous l'avons fait parce que nous les aimions. Nous étions à chaque fête d'anniversaire, chaque récital de danse, chaque pièce de théâtre scolaire, et quand ils avaient besoin d'argent pour des choses vêtements, même réparation de voitures, nous aidions discrètement, sans tenir de compte. Puis nous avons commencé le fonds d'études. C'était l'idée de Hank. Il voulait que Sophie ait un avenir sans dette. Nous avons ouvert un plan 529 quand elle avait 4 ans. Commencer avec $10 000, ajouter plus à chaque fête, anniversaire, prime. C'est devenu quelque chose dont nous étions fiers. Cela nous donnait l'impression de faire partie de quelque chose de durable. Nous en avons parlé à Dean et Monica. Ils ont hoché la tête, dit merci. C'est tout. Les fissures ne sont pas apparues tout de suite. Elles ont commencé petites, appels manqués, visites annulées. Monica oubliait de répondre aux SMS pendant des jours. Dean disait toujours qu'ils étaient juste occupés. Puis un jour, j'ai remarqué qu'ils avaient une nouvelle babysitter, puis une nounou. Ils ne nous ont jamais rien dit, ont juste commencé à utiliser quelqu'un d'autre. J'ai interrogé Dean à ce sujet. Il a haussé les épaules. Monica pensait que ce serait plus facile, a-t-il dit. Plus facile, après que nous ayons sacrifié notre retraite pour élever leurs enfants. Pourtant, nous avons continué à essayer. Nous sommes arrivés avec des cadeaux. Nous avons offert notre aide. Nous avons essayé de faire des plans, mais ça a empiré. Noël dernier, nous étions assis dans leur maison comme des étrangers. Sophie a à peine dit bonjour. Jérémy était scotché à sa tablette. Monica était sur son téléphone. Dean avait l'air de ne pas vouloir être là. J'avais fait 3 tartes. Aucune n'a été touchée. Nous sommes restés 30 minutes. Puis nous sommes rentrés chez nous en silence. Puis est venue la discussion. Ils nous ont invités, disant qu'ils avaient quelque chose à nous dire. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je ne savais pas pourquoi. Nous sommes entrés. Monica était assise là, les bras croisés. Dean ne s'est même pas levé pour nous saluer. Elle est allée droit au but, vous devez arrêter d'appeler si souvent. Vous n'êtes pas leur vraie famille. Vous êtes juste de vieilles personnes qui s'accrochent trop. Juste comme ça, sans avertissement, sans préparation, comme si elle l'avait retenu pendant des années. J'ai regardé Dean. Il fixait le sol. N'a pas dit un mot. Pas un seul mot. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Après tout ce que nous avions donné, après tout ce que nous avions fait.
Elle a dit que c'était déroutant pour les enfants quand nous agissions comme de seconds parents, qu'ils avaient besoin d'espace, qu'ils établissaient de nouvelles limites. Elle nous a dit que nous verrions les enfants de temps en temps, peut-être pour les anniversaires, mais d'arrêter d'essayer de forcer un rôle plus profond. Puis elle s'est levée. Nous sommes fatigués. Vous pouvez partir maintenant. Nous avons demandé à dire au revoir aux enfants. Elle a dit non. La prochaine fois. Nous sommes sortis sans un câlin, sans un sourire, sans même un regard de Dean. Cette nuit-là, Hank n'a pas parlé. Il a juste fixé le mur. Le lendemain matin, autour d'un café, il m'a regardé et m'a demandé « Tu as toujours les identifiants du 529 ?» J'ai hoché la tête. Nous avons ouvert l'ordinateur portable, nous sommes assis à la table de la cuisine. 86 352 $. C'est ce que nous avions économisé pour Sophie. 7 ans de dépôt discret, de vacances sacrifiées, de gestion de notre revenu fixe. Hank a pris une profonde inspiration. Déplaçons-le. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai juste fait. Transféré sur notre propre compte d'épargne, laissant le fond vide. 3 jours plus tard, Dean a appelé. Il n'a même pas demandé comment nous allions. Pourquoi avez-vous pris l'argent ? Je n'ai rien dit. Hank s'est penché. Parce que nous sommes juste de vieilles personnes qui s'accrochent trop, tu te souviens ? Silence. Puis Dean a craqué, cet argent était pour Sophie. Hank n'a pas élevé la voix. Il n'avait même pas l'air en colère. Plus maintenant. Dean a juré. Monica a pris le téléphone. Elle a dit que nous volions des enfants, que nous étions vindicatifs et mentalement instables. Elle nous a dit que nous ne reverrions plus jamais les enfants. C'est fini entre nous. Hank a juste ri. Vous l'aviez déjà fait. On ne fait que rattraper notre retard. 2 jours plus tard, un avocat nous a envoyé un email, un de leurs amis. Il disait que nous serions poursuivis pour détournement de fonds éducatifs. Mais le plan 529 était à nos noms. Légalement, nous avions le contrôle total. C'était notre argent. Ça l'avait toujours été. Puis le téléphone a commencé à sonner sans arrêt. La mère de Monica a appelé, a dit que nous étions cruels, qu'elle avait honte de nous. Un des anciens copains d'université de Dean m'a envoyé un message, quel genre de grand-parent fait ça ? Nous n'avons pas répondu. Mais ensuite, quelqu'un, probablement le cousin de Monica, a posté à ce sujet sur Facebook, disant que nous avions vidé le fonds d'études de notre petite fille dans un accès de dépit. J'en ai finalement eu assez. J'ai commenté avec la vérité. J'ai tout déballé, 7 ans de babysitting, chaque repas, chaque couche, chaque fièvre, les vacances que nous avions organisées, les vêtements que nous avions achetés, les nuits où nous étions restés éveillés, les mots de Monica, le silence de Dean. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas insulté. J'ai juste dit la vérité. La réaction a été rapide. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages privés, d'anciens voisins, des amis de l'époque scolaire de Dean, même la tante de Monica. Ils ont dit qu'ils étaient dégoûtés, qu'ils étaient désolés, qu'ils ne pouvaient pas croire que Dean soit resté assis là sans rien dire. Puis 1 semaine plus tard, nous avons reçu l'appel. C'était Sophie. Elle utilisait le téléphone d'une amie. Elle pleurait. « Mamie, pourquoi tu ne viens plus nous voir ? Maman a dit que tu étais fâchée contre nous. » Mon cœur s'est brisé. C'est là que j'ai réalisé que Monica ne se contentait pas de nous couper les ponts. Elle réécrivait l'histoire. Elle empoisonnait les enfants, et nous n'allions pas la laisser s'en tirer comme ça. Après l'appel de Sophie, je n'ai pas dormi. Hank est resté éveillé avec moi jusqu'à 3 heures du matin. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous sommes restés assis là, la télé en sourdine, tous les deux regardant droit devant. Il a finalement dit, elle ne va pas nous oublier. Monica ne peut pas effacer 7 ans. Mais je savais que Monica essayait déjà. Le lendemain, j'ai appelé l'école. Je me souvenais encore du nom de l'institutrice de Sophie de l'année dernière, Mademoiselle Delaney. Je suis tombée sur sa messagerie vocale, alors j'ai laissé un court message. J'ai juste dit que j'étais la grand-mère de Sophie et que j'aimerais savoir si elle allait bien. C'est tout. Elle m'a rappelé le lendemain.
Je ne suis pas sûre de ce qui se passe, a-t-elle dit. Sophie a parlé de vous récemment. Elle semblait confuse. Apparemment, Sophie lui avait dit, ma mamie et mon papy ont disparu. Maman dit qu'ils ne nous aiment plus. J'ai voulu hurler. Au lieu de cela, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ce soir-là, Hank et moi nous sommes assis et avons écrit une lettre aux deux enfants. Simple, manuscrite, sur du papier ligné. Rien de lourd. Nous leur avons dit à quel point ils nous manquaient, à quel point nous étions fiers d'eux, comment nous pensions à eux tous les jours. Pas de discussion sur l'argent, pas de drame, juste de l'amour. Nous l'avons posté le lendemain matin. Nous n'avons jamais eu de réponse. Mais 3 jours plus tard, Dean s'est présenté à notre porte. Sans prévenir, sans SMS. Il a juste frappé et s'est tenu là, les bras croisés. Il n'a pas dit bonjour. Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? Vous avez appelé l'école? Vous leur avez envoyé des lettres? Vous essayez de nous faire appeler les services de protection de l'enfance ou quoi? Je pouvais à peine le regarder. Tu penses qu'écrire une lettre à nos petits-enfants est de la maltraitance? Ce ne sont pas tes enfants, a-t-il lâché. C'est du harcèlement. Ce mot a allumé quelque chose en Hank. Tu veux parler de harcèlement, a-t-il aboyé. Tu as laissé ta femme nous cracher au visage après que nous ayons élevé tes enfants comme s'ils étaient les nôtres. La voix de Dean est devenue plus forte. C'est ma femme. Tu ne lui parles pas comme ça. Et tu es notre fils, ai-je dit doucement. Du moins, tu l'étais. Il a regardé autour de lui comme s'il voulait partir, mais ensuite il a dit quelque chose qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Nous déménageons. J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous vendons l'appartement, nous allons à Boise. Monica a eu une offre d'emploi. Quand? Le mois prochain. C'était donc ça. Ils emmenaient les enfants hors de l'état sans un mot jusqu'à présent. C'était comme un coup de poignard dans la poitrine. Il a dit qu'il nous laisserait les appeler en FaceTime parfois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce que les enfants veulent même y aller? Dean n'a pas répondu. Il est juste parti. Je suis restée à la fenêtre et j'ai regardé sa voiture s'éloigner. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'ai ressenti autre chose. Froid, lourd. Nous n'avions aucun droit légal de les arrêter. Aucun droit des grands-parents. Rien. Mais Hank, il n'a pas abandonné. Il a commencé à faire des recherches, à creuser, et il a trouvé quelque chose. Il y a 2 ans, Dean avait utilisé notre adresse pour inscrire Sophie à un programme scolaire spécial, prétendant qu'elle vivait avec nous pendant la semaine. Il avait signé un formulaire de tutelle temporaire nous désignant comme tuteur secondaire. C'était enfoui profondément dans les vieux dossiers, mais c'était toujours valide. Hank a appelé notre avocat, un vrai cette fois. Il nous a dit que nous avions des options. Pas la garde, pas une bataille judiciaire, mais assez pour ralentir les choses. Assez pour les faire parler. Assez pour les empêcher de disparaître sans un mot. C'est donc ce que nous avons fait. Les documents ont été déposés le lendemain. Et soudain, Monica faisait exploser nos téléphones, appelant, envoyant des SMS, des emails. Vous êtes malade. Vous avez perdu la tête. Vous essayez de voler nos enfants. Vous allez le regretter. Nous n'avons pas répondu. Au lieu de cela, nous avons appelé l'école de Sophie, leur avons fait savoir ce qui se passait, avons transmis les documents, bloqué le déménagement, du moins temporairement. Maintenant, ils devaient parler, et nous n'allions pas les laisser s'enfuir. La semaine suivante a été chaotique. Monica s'est présentée à notre porte avec un avocat, pas l'ami suffisant qu'elle avait utilisé auparavant. C'était un vrai. Bien habillé, mallette à la main, parlant vite comme si nous étions jugés pour quelque chose. Il nous a tendu un dossier épais. À l'intérieur se trouvait une requête pour mettre fin à nos droits de tutelle. Pas limité, pas ajusté, mettre fin. Monica se tenait là comme si elle avait déjà gagné, les bras croisés, les yeux plissés. Elle a dit, nous vous avons donné trop d'accès pendant trop longtemps. C'était notre erreur. Puis elle a ajouté, Sophie est anxieuse. Jérémy fait des siennes. Ça s'arrête maintenant.
Je voulais hurler, mais Hank est intervenu. Tu penses que nous allons reculer parce que tu as trouvé un type en costume? Tu oublies qui a élevé tes enfants pendant que tu étais occupé à gravir les échelons. Monica est devenue rouge. Nous sommes leurs parents. Alors agissez comme tels, ai-je lâché. Ils sont partis, mais ce n'était que le début. La bataille juridique a duré 3 semaines. Nous n'essayions pas d'obtenir la garde. Nous ne voulions pas élever Sophie et Jérémie à nouveau. Nous voulions juste que la vérité soit consignée. Nous voulions du temps. Nous voulions du respect. Mais le plus grand rebondissement est venu de quelqu'un que je n'attendais jamais. C'était la sœur de Monica, Rachel. Elle m'a envoyé un message tard un soir sur Facebook. Elle a dit qu'elle avait observé tout cela se dérouler en silence. Qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle m'a dit que Monica planifiait le déménagement depuis des mois, qu'elle disait à tout le monde que nous étions mentalement instables et obsédés par les enfants, qu'elle avait même laissé entendre que nous étions négligents. Ce mensonge m'a piqué plus que tout. Mais ensuite, Rachel m'a dit autre chose, Monica ne fuyait pas seulement nous. Elle fuyait des dettes des dizaines de milliers de dollars, des cartes de crédit au maximum, des prêts privés, et le pire de tout, elle avait utilisé le nom de Sophie pour ouvrir une carte de magasin. Je ne pouvais pas le croire. Rachel a envoyé des preuves, capture d'écran, relevé, une photo d'un reçu d'achat avec le nom de Sophie en haut. Ça m'a frappé comme un coup de massue. Monica avait volé l'identité de sa fille. Et Dean ne le savait pas ou s'en fichait. J'ai montré à Hank. Il n'a pas dit un mot. Il a juste pris le téléphone et a appelé notre avocat. Tout a changé après ça. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de grands-parents envahissants. Maintenant, c'était de la fraude, de la maltraitance, toute une série. Nous avons tout remis à notre avocat. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, le pouvoir a basculé. Monica a cessé d'appeler. Dean s'est tu. Et l'école, ils ont ouvert leur propre enquête. Les services de protection de l'enfance, CPS, nous ont contactés la semaine suivante. La tempête arrivait enfin. Mais ce qu'il y a avec les tempêtes, c'est qu'elles révèlent la vérité au grand jour. Quand les CPS se sont impliqués, les choses ont bougé vite. Plus vite que nous ne l'attendions. Ils se sont présentés à l'appartement de Dean et Monica en quelques jours. 2 agents, un conseiller scolaire, un représentant du district, tout cela pour enquêter sur les signalements. Et ils avaient les documents que Rachel nous avait donnés. Le faux compte de magasin de Monica au nom de Sophie n'était pas seulement un mensonge, c'était un crime grave. Dean nous a appelés ce soir-là. Il paniquait. Vous avez appelé les CPS contre nous? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste dit, nous n'en avons pas eu besoin. Vous vous êtes fait ça tout seul. Pendant 1 minute, il a juste respiré dans le téléphone. Puis il a dit, vous ruinez nos vies. Hank m'a arraché le téléphone. Tu l'as laissé utiliser le nom de ta fille pour ouvrir un crédit. Elle a 6 ans. Vous avez ruiné votre propre vie. Clic, il a raccroché. À la fin de cette semaine-là, Sophie et Jérémie ont été placés sous notre tutelle temporaire supervisée. Oui, nous. Parce que ce formulaire de tutelle d'il y a des années, celui qu'ils avaient oublié, il avait une valeur légale. Et parce que Monica avait commis une fraude à l'identité en utilisant le nom de Sophie et que Dean n'avait pas signalé le fait, le tribunal a retiré les enfants en attendant une audience formelle. Nous n'avons pas applaudi. Nous n'avons pas célébré. Nous avons juste récupéré nos petits-enfants et les avons ramenés à la maison. Ils n'ont pas dit grand-chose au début. Sophie avait l'air confuse. Jérémie s'accrochait à son petit sac à dos. Mais au moment où nous sommes entrés dans la cuisine, la même où ils avaient grandi, Sophie a couru vers le frigo. « Vous avez toujours mes magnets ?» ?»« Oui. Absolument tous. » Elle a souri pour la première fois depuis des mois. L'audience a eu lieu 2 semaines plus tard. Monica a essayé de nous blâmer, a dit que nous l'avions piégée, que Rachel avait menti, que les CPS avaient été dupés. Mais les preuves étaient claires, relevé bancaire, demande de carte de magasin, son écriture sur les formulaires. Le juge n'en a pas cru un mot. Dean se tenait derrière elle tout le temps, les bras croisés, les yeux vides.
Il n'a pas dit un mot. Pas pour elle. Pas pour nous. Pas même pour les enfants. Ce silence, il l'a enseveli. Le tribunal a émis une ordonnance de protection. Monica a perdu la garde. Dean a été placé sous visite supervisée, ce qui signifie qu'il ne pouvait voir les enfants qu'en présence d'une personne du tribunal. Les parents de Monica l'ont aidé avec un avocat et de l'argent pour étouffer l'affaire, mais les accusations sont restées: fraude, usurpation d'identité, mise en danger de l'avenir d'un mineur. Elle a plaidé coupable, a obtenu une mise à l'épreuve et une marque permanente sur son casier judiciaire. Quant à Dean, il a perdu plus que ses enfants, son travail l'a découvert. Apparemment, le rapport des CPS a été signalé lors d'un contrôle de routine des RH. Il a été licencié en quelques jours. Il a essayé de se battre, mais c'était fini. Finalement, il nous a rappelé, non pas pour s'excuser, mais pour supplier. Il voulait de l'argent. Nous n'avons nulle part où vivre, a-t-il dit. L'appartement est vendu. Les parents de Monica n'aident plus. J'ai dit, nous t'avons aidé pendant 7 ans. Tu nous as offert le silence. Puis j'ai raccroché. Il n'a plus appelé depuis. Nous avons gardé Sophie et Jérémy avec nous pendant l'année suivante. Nous les avons inscrits à l'école, en thérapie, à des activités. Ils ont recommencé à sourire, à rire, à dormir paisiblement toute la nuit. Sophie a demandé une fois pourquoi maman avait menti. Je lui ai dit quelque chose de simple: parfois, les adultes se brisent à des endroits dont ils ne soupçonnaient même pas la fragilité. Jérémy ne parle pas beaucoup de ses parents. Mais tous les soirs avant de se coucher, il demande si nous serons toujours là le matin. Nous le sommes toujours. Finalement, Dean a déménagé hors de l'État. A essayé de recommencer quelque part au Nevada. Nous avons entendu dire qu'il travaille maintenant dans un entrepôt. Monica, elle travaille dans une agence d'intérim, poste toujours des photos d'elle comme si de rien n'était. Mais les gens savent, surtout dans notre ville, son nom n'a plus de poids. Il porte une tache. Quant au fonds d'études, nous l'avons utilisé, mais pas comme elle le pensait. Nous l'avons partagé. La moitié est allée dans un nouveau fonds sous ma tutelle légale et celle de Hank pour Sophie et Jérémy, protégés, verrouillés. Personne ne peut y toucher sans nos signatures. L'autre moitié, nous l'avons utilisée pour acheter une nouvelle maison. Toujours à Olympia, juste avec plus d'espace, plus de terrain, un jardin pour les enfants. Ils nous ont aidés à planter des fraises la semaine dernière. Elles poussent vite, les baies et les enfants. Nous avons mis les noms de Dean et Monica dans notre testament, mais pas pour de l'argent, pour une lettre, une chacun, scellée dans des enveloppes, à remettre seulement après notre départ. Chacune raconte toute la vérité, ce qu'ils ont perdu, ce à quoi ils ont renoncé, et ce qu'ils auraient pu avoir s'ils nous avaient simplement aimés en retour comme nous les aimions.